Mesdames et messieurs, bonjour. Je vous remercie de votre présence à notre colloque que nous sommes en train d'organiser avec la patience et le courage Fédération pour la paix universelle. Ainsi, je remercie vivement la présence de son Excellence, le deuxième secrétaire de l'ambassade de la Russie, les spécialistes, les universitaires qui sont déplacés d'une distance très loin pour participer à ce colloque. Lors de la conférence de Yalta, en janvier 1945, Franklin Roosevelt, Joseph Staline et Winston Churchill, qui dirigent les trois grandes puissances de la géopolitique du temps, ont opéré un partage du monde qui a de fait structuré l'ordre et les rapports de force mondiaux pour les 40 années suivantes qui constituent la période de la guerre froide. Après la chute de Berlin, le 30 avril 1945, et la capitulation sans condition de l'Allemagne le 7 et le 9 mai 1945, les troupes alliées ont mis sur pied un système d'occupation militaire, politique et administrative du territoire allemand divisé en 4 zones d'occupation, gérées chacune par l'une des 4 puissances occupantes, dont la France. Ces zones perdureront jusqu'à la réunification allemande en 1990. Mais ce partage de l'Allemagne en 1945 en RDA et RFA n'était que le prélude à un partage plus vaste de l'Europe avec le rideau de fer, la division en 2 blocs politiquement opposés et idéologiquement ennemis, marquant le début de la guerre froide. L'ordre bipolaire né de cette confrontation Est-Ouest ne prendra fin que le 9 novembre 1989 avec l'ouverture puis le chute du mur de Berlin. Mais c'est oublier un peu vite qu'à l'autre extrémité du globe de l'extrême-orient, elle se poursuit sous des formes qui prennent des aspects différents et s'inscrivent dans un contexte géoculturel et géopolitique distinct. L'inexorable montée en puissance de la Chine communiste, le maintien des différends et des désaccords de fond entre États-Unis d'Amérique et Chine continentale à propos de Taïwan, des déploiements militaires américains sur tous les aspects maritimes séparant le détroit de Malacca de la péninsule du Japon sont autant de signes de la persistance d'un affrontement Est-Ouest issu de la guerre froide. Mais c'est surtout
l'affrontement entre les deux Corées, qui illustre le mieux cette persistance de la guerre froide en Asie extrême orientale, bien au-delà de 1989. L'absence de toute convention d'armistice entre les deux Corées, l'impossibilité pour les autorités respectives de ces deux pays d'entrer dans une quelconque dynamique de paix, l'opposition idéologique radicale entre leurs régimes politiques respectifs, la volonté explicite de leur gouvernement de n'envisager de rapprochement avec le voisin qu'au prix de son renoncement sans condition à toutes ses valeurs politiques et à toutes ses bases idéologiques sont autant d'illustrations de la persistance de la guerre froide dans cette zone du monde. La péninsule de Corée est, la péninsule de Corée est occupée en deux par la ligne de démarcation constituée par le 38e parallèle établi en 1953 au lendemain de la guerre de Corée, demeure littéralement fractionnée sans aucune issue politique ou diplomatique, ne semble en mesure de mettre un terme à cette situation. Malgré quelques tentatives éparses et louables de rapprochement et d'échanges engagés dans les années 80, la situation reste bloquée et le conflit gelé depuis désormais 7 décennies. Peut-on envisager un abaissement durable des tensions politiques entre les deux Corées via un rapprochement économique et politique, le retrait des forces militaires extérieures et une unification politique? L'entrée dans une dynamique de paix est-elle envisageable? À quelles conditions et à quelle échéance? On peut, compte tenu des différents de trajectoires économiques, sociales, politiques, idéologiques et culturelles suivies depuis 7 décennies par chacun des deux États, est-ce possible? La Corée du Nord, longtemps reléguée au rang de paria de la communauté internationale, y a-t-il seulement intérêt? Sa politique de nucléarisation militaire et son statut de producteur en masse d'armement et de munitions en fait depuis le déclenchement du conflit russo-ukrainien un partenaire incontournable de la Russie. Toutes ces conditions se posent naturellement dès lors que l'on accepte de prendre en compte de manière objective la problématique et de la prolongation de la guerre froide en Asie du Nord-Est. Dans cette perspective, la recherche de comparaison historique ou géographique apparaît naturelle. Le parallèle avec la situation de l'Allemagne durant la guerre froide est ici évidemment tenant.
La Corée, comme l'Allemagne, sont les héritiers et les dispositaires de très vieilles civilisations. Ces deux espaces géopolitiques peuvent revendiquer un enracinement historique dans la longue durée, une même tradition historique d'indépendance politique, deux espaces civilisationnels illustrés par la production d'œuvres littéraires, philosophiques et artistiques de premier plan. Ces deux nations ont été soumises à une même logique de domination et de suggestion extérieure caractérisée dans une situation de partition prolongée. Ces deux aires géographiques ont été marquées par une même division politique durable entre deux régimes radicalement antagonistes et ont été soumises au même poids des puissances extérieures dans le maintien du statu quo et le refus de toute dynamique de paix. URSS communiste versus États-Unis d'Amérique, Royaume-Uni, France du côté allemand. Chine communiste versus États-Unis d'Amérique, capitaliste du côté coréen. Chacune de ces aires géopolitiques ont été caractérisées par une même prétention de chacun des États à absorber l'une et par une même volonté de ne parvenir à la réunification du territoire qu'au prix de la capitulation sans condition de l'autre partie et de sa renonciation sans retour à tous ses principes idéologiques et politiques. Mais les différences entre les deux situations sont également patentes. Historiquement, la partition de l'allemand découle directement de l'enseignement du Troisième Reich au terme de la Deuxième Guerre mondiale qui voit combattre côte à côte États-Unis d'Amérique et URSS. La partition coréenne s'inscrit quant à elle dans le cadre spécifique de la guerre froide et constitue le premier théâtre d'affrontement majeur des deux nouveaux super grands, États-Unis d'Amérique d'un côté, URSS de l'autre. Militairement, l'Allemagne n'a jamais conduit de programme de recherche en vue de se doter de bombes atomiques, alors que cette politique constitue l'un des axes majeurs et obsessionnels de la politique d'indépendance et d'affirmation sur la scène politique internationale de la Corée du Nord. Géopolitiquement, la République fédérale allemande a toujours refusé toute nucléarisation de son territoire, alors que la Corée du Nord s'attache, au contraire, depuis 4 décennies, à se doter d'un arsenal nucléaire complet, incluant, outre la bombe, les lanceurs, les missiles balistiques à moyenne et longue portée et l'intégralité des systèmes de projection connus, terre, mer, air et demain peut-être espace. Diplomatiquement,
La RDA a été politiquement et militairement lâchée en 1989 par l'URSS de Gorbatchev, alors que la Corée du Nord n'a jamais cessé d'être appuyée depuis Mao jusqu'à Xi Jinping, cessé d'être soutenue par la puissance voisine chinoise. Géopolitiquement, l'Allemagne fédérale est aujourd'hui encore un militaire sans influence sur le jeu géopolitique global, tandis que la Corée du Nord aujourd'hui, plus que jamais, soutenue et protégée par la Chine et la Russie, s'affirme de plus en plus comme un acteur essentiel du jeu géopolitique et géostratégique asiatique. Économiquement, la RFA était redevenue dans les années 70 un acteur majeur de jeu économique mondial, occupant une place prépondérante dans les échanges internationaux, tandis que la Corée du Sud, malgré quelques très remarquables percées sur certains marchés de la technologie Hi-Fi téléphonie mobile, ne constitue aujourd'hui encore qu'un acteur secondaire dans l'économie internationale. Le rapprochement entre la situation de la Corée d'aujourd'hui et celle de l'Allemagne durant les 4 décennies séparant la création de la RFA et de la RDA est donc trompeur. Séduisant en première approche, il ne résiste pourtant pas à l'analyse. Les spécialistes, propres à chacun des deux espaces et à chacun des deux cadres géopolitiques, délégitiment par avance toute idée de parallélisme systématique. Ici, comme ailleurs, comparaison n'est pas raison. Aussi, une analyse fine du présent et de l'avenir possible de la péninsule de Corée ne peut reposer d'abord que sur une prise en charge des facteurs militaires, industriels et géopolitiques, mais aussi géoéconomiques et géoculture, locaux et régionaux et spécifiques à l'Extrême-Orient. Je vous remercie de votre attention.